Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bienvenue à vous dans la Libre Antenne. C'est parti pour 2 heures de direct entre nous, en toute discrétion et j'oserais dire en toute gentillesse. Mais oui, la gentillesse en France, la gentillesse, vous savez, on fait ricaner plus d'un. On la trouve tantôt naïve, tantôt un peu mièvre, quand ce n'est pas même un peu molle. Bref, être gentil, c'est douteux. Et pourtant, on sait, grâce aux recherches en psychologie, combien être gentil apporte une profonde gratification psychique et un véritable sens de la coopération, à une condition, changer le regard que l'on porte sur les relations humaines. La science s'intéresse de plus en plus à la thématique de l'altruisme, de l'empathie ou de la bonté, et ces recherches, aussi bien chez les psychologues, les biologistes que chez les économistes, tendent à montrer que l'aptitude à se tourner vers autrui apporte du bien-être à l'individu. Valoriser les comportements coopératifs, ce qu'Aristote appelle l'amitié, sans laquelle on ne peut bien vivre, serait le plus sûr moyen d'améliorer la productivité globale. Également notre démocratie. Dans cette rencontre de l'autre, il n'est donc absolument jamais question de renoncer à soi-même en suivant aveuglement les pas d'un autre, mais bien au contraire, de créer sa propre route à côté de l'autre qui crée la sienne propre. La gentillesse, c'est au final de la bienveillance, c'est trouver dans la rencontre avec l'autre de quoi progresser sur sa route tout en faisant progresser l'autre sur la sienne. Un acte libre, sans naïveté et sans mièvrerie, mais avec courage d'où chacun sort grandi, sans dette l'un envers l'autre, car chacun y a gagné. Chacun n'y a pas forcément gagné la même chose, mais chacun a gagné quelque chose qui compte pour lui et qui était accessible dans cette relation-là. C'est ça aussi l'esprit de la Libre Antenne, où chacun suit son chemin original en compagnie des auditeurs. Quentin et Corentin sont là avec toute leur gentillesse pour accueillir vos appels au 39 21 et c'est tout aussi gentiment que Julien réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Alice. Oui, bonsoir. Bienvenue. Alors, donc, je vous appelle pour vous exposer une question qui concerne donc un collègue de travail. Je pense qu'il y a un quiproquo qui s'est installé entre nous. Oui. Et je me pose la question, en fait, si je dois intervenir pour régler ce quiproquo ou laisser les choses telles quelles, en fait, et puis tant pis. Parce que on n'est pas dans une relation conflictuelle, en fait. Mais donc bon. c'est plutôt vous que ça ennuie alors. Voilà. Oui. Alors qu'est-ce qui vous ennuie Alice justement dans cette relation? En gros, je vais essayer de résumer le plus possible, en même temps donner suffisamment de détails pour que vous puissiez comprendre. m'exprimer. Oui. Voilà. En fait, donc ce collègue-là, je l'ai croisé une première fois. Enfin, je le voyais de vue et on se saluait comme n'importe quel collègue. Et puis un jour, on s'est croisés à la caisse du supermarché du coin. Et donc celui qui a abordé, qui m'a abordé en me demandant ce que j'allais faire le week-end, donc discussion de collègues normale. Et j'ai vu qu'il était content. Il y avait une micro-expression en tout cas qui indiquait qu'il était content d'avoir pu me parler. Bon. En dehors du cadre du travail, c'est au supermarché, c'est ça? Oui. Oui, donc j'ai eu un doute. À un moment donné, je me suis dit, bon, je sais pas si ça veut dire quelque chose, cette micro-expression ou quoi. Bon, bref. Oui, il était peut-être simplement content de vous rencontrer là. On rencontre un collègue. Là, on s'était jamais adressé la parole. Oui, mais le cadre est pas le même. Oui, c'est pas le cadre du travail. Oui. Et puis, dans les jours qui ont suivi, en fait, sous prétexte d'un travail qu'on avait effectué ensemble, il y avait des échanges. Et c'est plus intimidant de parler à l'antenne quand même.
Et du coup, bon, j'ai ressenti en fait un intérêt de sa part, c'est-à-dire qu'on a eu pendant quelques jours des jeux de regard sur lesquels j'ai aucune erreur d'interprétation parce que je me remets souvent en cause en fait pour vérifier si j'interprète correctement ou pas. Et puis à un moment donné aussi, il est venu me parler et il avait le visage entre guillemets lumineux, il souriait, etc. Et j'ai senti qu'il y avait un truc qui passait. Et pourtant, j'avais moi eu des échos de cet homme que je n'avais jamais vu avant, mais je mangeais avec d'autres personnes le midi il y a peut-être 2-3 ans de ça, et on m'avait dit que il était possible qu'il soit homosexuel en fait. Et donc, je me suis dit, j'essayais de comprendre parce que je trouvais qu'il était dans la séduction, mais en même temps, il ne parlait pas franchement de séduction. Et régulièrement, en fait, il passait devant ma porte, notamment pendant ces 2 semaines-là, un quart d'heure avant que je parte. Et on se croisait beaucoup dans les couloirs. Qu'à un moment donné, je me dis, ou j'interprète, ou je me trompe, ou il n'est pas homosexuel, ou j'y comprends rien. Mais il vous plaît cet homme? Ou il vous plaisait à l'époque? Sur le coup, oui. Parce que pour que vous interprétiez tout ça, c'est que vous n'étiez pas insensible. Ça aurait pu. J'étais pas insensible. Voilà, d'accord. Je me disais, il est possible que. Voilà, il vous plaisait bien. Oui, mais pas, sans plus. Oui, mais c'est pour ça que vous l'avez remarqué. Vous comprenez, Alice, c'est que s'il y avait que de l'amitié, vous auriez pas autant essayé de comprendre ou remarquer le quart d'heure parce que ça pouvait être un simple plaisir de travail. Donc vous lui en avez parlé, c'est ça? Oui, en fait, à un moment donné, moi, je me suis sentie mal parce qu'en fait, Vous saviez pas sur quel pied danser? Ouais. Déjà, parce que lui ne parlait pas. Il ne parle pas en. Il dévoilait rien, ouais. Il dévoilait rien, donc moi je savais pas du tout. Je me disais bon. Et puis je trouvais qu'il était assez insistant, mine de rien, au niveau de son attitude. Et à un moment donné, un soir, donc ça m'a un peu effrayée. Et j'essaye de faire de plus en plus confiance à mon ressenti. Et j'étais tendue de la mâchoire jusqu'au bout des doigts, c'est-à-dire le cou compris, les épaules, etc. pendant à peu près une demi-heure. Et j'ai eu une douleur tellement j'étais crispée en fait du haut de la mâchoire jusqu'au bout des doigts. Et là, je me suis dit, ça me stresse. Il faut que j'aille lui parler. Si lui ne vient pas me parler, moi il faut que j'aille lui parler parce que ça peut pas durer comme ça. C'est votre besoin, d'accord. Voilà. Donc je lui ai envoyé un petit mail rapide en lui disant en lui demandant s'il pouvait lui parler 2 minutes le lendemain matin. Et donc quand il est arrivé, il m'a proposé qu'on discute. Donc moi j'ai pris la position, comme je prends souvent, de d'abord dire ce que je ressens et ce que je pense, et puis après de voir si l'autre lui rebondit ou pas. Voilà. Lui est resté silencieux, donc forcément c'était à moi de parler. Et j'ai abordé la discussion en disant j'ai l'impression qu'on a envie de faire connaissance, donc il me l'a confirmé. Et par contre, comme il restait silencieux et que je me sentais pas en mesure de poser des questions parce que je devinais qu'il allait me nier en fait, éventuellement si je lui disais je pense que tu penses ci ou ça. Je le sentais pas. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui a un poste qui est plus important que le mien, donc j'ai pensé à ma sécurité aussi, en me disant si lui il parle pas, c'est pas grave, au moins son ego il sera flatté, et puis moi je me mets pas en danger, voilà. Ouais. Et en fait, donc, au fur et à mesure de la discussion, déjà, il me met là pour le coup dans la position de entre guillemets une pauvre fille entre guillemets qui est attirée par ce monsieur, mais lui en fait ne rentre pas dans le détail, alors que il a toute l'attitude. Alors je le regardais pas vraiment, mais je voyais que son attitude, il était bien à l'aise, droit dans ses. Il était pas. Oui, il était pas gêné. Non, il était pas gêné. Il me semblait pas gêné. Et jusque-là, on s'était jamais parlé. Donc moi qui débarque en lui parlant d'un truc très personnel et très direct entre guillemets. Non, vous étiez jamais parlé de choses personnelles, mais vous avez travaillé sur un projet ensemble. Jamais.
Oui, mais Et vous avez je- travaillé sur un projet ensemble, Alice. Voilà. Oui, mais c'est important parce qu'on est dans le cadre du travail. Attention, Oui, mais vous il êtes était en train de me pas- dire il on était s'était pas jamais surpris. parlé avant. Il n'était pas surpris en fait. Oui, mais vous, Il comprenait très bien. le travail, quand on est au travail et qu'on travaille ensemble sur un projet, on crée des liens. Oui. Et on crée des liens avec soit de l'amitié, des sentiments, on s'apprécie, on admire, on aime bien telle idée, on aime bien avancer avec l'autre, donc on crée du lien. Oui, Donc il y avait déjà un lien. Non, mais c'est mais important on de avait resituer même dans pas. le contexte. Oui, mais on n'avait même pas eu le temps d'avoir quelques détails que ce soit, parce qu'on s'était juste échangé 2-3 mails et croisés dans les couloirs Ah, vous sans n'avez rien pas dire. travaillé ensemble sur un projet. Vous me dites que vous avez travaillé ensemble sur un projet. Oui, mais pas dans le Pas en détail réunion. en fait. Donc du coup, c'est comme si on s'était presque jamais parlé. Mhm. Donc, Et donc là, je me quand suis- vous lui avez parlé, comment il vous a fait comprendre que vous faisiez des Alors, idées. oui, il m'a dit ça, Hmm. alors que c'était lui qui avait une attitude. Moi, j'allais pas vers lui en fait. C'est lui qui C'est ce je que vous avez répondais, ressenti, voilà. Alice. Oui, mais Oui. c'est-à-dire que Oui. comment dire, l'agencement du bureau fait que quand lui venait devant ma porte, c'était lui qui décidait de venir. D'accord. En tout cas, il n'était pas très à l'aise de ce que vous lui avez dit, manifestement. Je suis pas sûre parce qu'en fait il m'a proposé après qu'on mange ensemble. C'est moi qui me suis ah oui, il m'a précisé que il était en couple, donc moi je me suis dit ah bah tant mieux parce que moi mon intérêt c'était pas de sortir avec lui du tout, hein. C'était au contraire de me dire bah voilà, s'il est intéressé, il faut que je lui fasse comprendre que bah je pourrais pas Vous êtes en couple, répondre. Alice? Non. Non. Je ne pourrais pas répondre à des avances s'il en avait et s'il était trop intimidé pour me parler. Moi, je pensais qu'il était intimidé, en fait. Je me suis dit, bon, bah, puisqu'il ne parle pas, voilà. Et Mais votre intention, c'était quand même de savoir si quelque chose était possible, alors, puisque à la fois il vous plaisait. Alors, c'était quoi? Non, parce que je suis pas du tout prête pour alors vivre un couple. pas ou pour même vivre. avoir une relation. Même avoir une relation, en ce moment, non. Et déjà, à l'époque, j'étais pas prête. Donc, moi, je voulais juste... C'était quoi, votre intention? Calmer son... comment dire oui, mais la pression. Ouais, ok, voilà. Alice. Mais la pression que vous ressentez et que vous êtes mise, c'est d'ailleurs vous le dites vous-même. Donc vous avez une attirance, vous avez eu en tout cas une attirance très forte pour lui. Fini, oui. Voilà, on va parler au passé. Vous avez une attirance très forte pour lui et vous avez voulu en avoir le cœur net pour le coup parce que votre cœur était un peu confus et embrouillé. Donc vous vouliez savoir de quoi il en retournait. C'est important que vous preniez la responsabilité de ce qui vous agite. Ça, vous inquiétez pas, non, je reconnais. Maintenant, pas. J'essaye d'aller à l'essentiel parce que c'est pas ça c'est l'explication. Maintenant, comme j'avais en tête qu'il puisse être éventuellement homosexuel, mais lui, il ne sait pas que j'avais entendu parler de ça. Je me suis dit bon, je ne sais pas. Et lui par contre a tenu par la suite à maintenir quand même un déjeuner, puisque moi quand il m'a dit qu'il était en couple, j'ai sauté sur l'occasion pour lui dire ah bah super, tant mieux, ça m'arrange, c'est très bien. Comme ça moi la situation était réglée pour moi. Et lui a absolument voulu qu'on mange ensemble. Donc, je me suis défilée à plusieurs reprises, soit parce que j'étais en vacances, soit parce que j'étais pas là ce jour-là. Et vous n'aviez pas envie ? Non, parce que j'ai ressenti qu'au niveau de sécurité, c'était pas bon. Et que... Il pouvait être dangereux pour vous, alors, sécurité ? Lui, non. Enfin, j'ai une histoire qui fait que maintenant, je me méfie un peu des gens. Donc vous, ça vous troublait en tout cas. Trop pour pouvoir accepter ce déjeuner. Comme je le connais pas, en fait, toujours pas d'ailleurs, je le connaissais pas à l'époque, je savais pas quelles étaient ses réactions, quelles étaient ses intentions. Ça, c'est sûr que si vous déjeunez pas avec lui, vous pouvez pas savoir. Ouais. Voilà, mais comme, vu l'attitude qu'il avait eue, etc., aussi le fait de venir à mon bureau, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a démêlé ce truc-là, il venait plus, donc c'était bien, voilà. Enfin bref, et donc on a mangé ensemble. Et on a vidé notre sac, du coup, ça allait un peu dans tous les sens. En 1 heure, je pense qu'on avait tellement de... Je sais pas, on a ressenti un truc qui fait que on s'est exprimé trop vite.
En 1 heure, on a tout passé en revue, sauf que ça allait un peu dans tous les sens. Que lui m'a pas parlé, donc ce qui est logique, hein, c'est personnel, mais du coup ça a mal orienté la discussion. Donc du coup, je pensais que, je me disais bon, il a une femme, etc. Et j'avais pas eu la preuve qu'il était homosexuel. Et moi, de mon côté, je faisais tout pour pas l'intéresser en fait. Pour avoir une discussion inintéressante, etc. Donc, ça a bien marché, parce que le résultat, c'est qu'on n'a plus jamais mangé ensemble, qu'après, on a continué à se croiser un peu, de moins en moins dans les couloirs. Ah oui, il m'a porté aussi une aide un peu particulière au début, c'est pour ça que je parle aussi de l'intérêt que lui, il avait, puisque moi, j'ai rien demandé, c'est lui qui absolument tenait à m'aider sur certains trucs. Et voilà. Et donc, petit à petit, les choses se défont au fur et à mesure. Et moi, quand même, je m'interrogeais, je me suis dit, mais quand même, si vraiment il a eu, je sais pas, une attirance ou quelque chose, je me disais, ça correspond bien quand même à des signaux, entre guillemets, de séduction. Je me dis, c'est bizarre quand même. Donc, j'ai recherché des informations que j'ai trouvées. Donc, effectivement, il est confirmé que ce monsieur est homosexuel. Donc du coup, moi, ça m'a apaisée d'une certaine manière. Et d'un autre côté, je me dis mince, c'est un quiproquo. Du coup, comme on se parle jamais. Un quiproquo de quoi? Il est où le quiproquo? Lui, il peut pas savoir en fait que. Et en quoi c'est important? En quoi c'est important? Parce qu'en fait, votre question, c'est est-ce que je lève le fait que j'aurais appris, je parle au conditionnel parce que vous en savez rien, tout ça c'est que des rumeurs, et je vais aller lui parler de sa vie pour lui dire je sais des choses sur toi ou sur vous. Quelle est votre intention? En quoi c'est un quiproquo? Oui, et comme dit un auditeur, mais qu'est-ce qu'elle cherche, Parce que ce qu'on sent, Alice, alors moi je le sens, mais on sent que dans votre confusion et dans votre manque de clarté, ce que vous recherchez n'est pas clair pour vous parce que vous êtes complètement coincé dans un désir ambivalent. Non, je m'exprimais beaucoup mieux tout à l'heure. Oui, mais même, c'est sur le désir, là. Il n'est pas clair du tout, votre lien avec... Non, mais il y a un lien avec cet homme, Alice. C'est important. Parce que l'intention pour vous, vous voulez aller lui dire quoi? Le voir pour lui dire que vous savez des choses sur lui? Non, pas ça du tout. En fait, le truc, c'est que d'habitude, je pose pas trop de questions pour pas mettre les gens dans l'embarras, etc. Sauf que là, je voulais vraiment être sûre qu'il n'y ait pas d'attraction, en fait, ni d'un côté ni de l'autre. Et du coup, j'ai parlé de sa femme. Du coup, j'ai demandé, et parce que j'avais pas encore la preuve, j'ai demandé s'il avait des enfants, etc. Donc, la discussion, elle a dévié un peu là-dessus, et j'ai senti qu'il y avait un truc, mais sauf que j'avais pas encore la confirmation. Et donc, on est resté là-dessus, où lui pense, à mon avis, que je sais rien. Et moi, en fait, je pense qu'il avait peut-être besoin de son côté d'une épaule parce qu'on était dans une période très stressante. Et en fait, moi, ce que je suppose, là pour le coup, c'est une vraie supposition, c'est que s'il m'a recherché, c'était peut-être parce que j'ai l'impression qu'il est un peu seul, un peu dans une forme de solitude ou d'incompréhension, etc. Et moi, ce que je veux dissiper, après c'est pas obligatoire, mais ce que je souhaiterais dans l'idéal pouvoir dissiper, c'est le fait que il se sente pas incompris de ma part. Et après, ça peut ne déboucher sur rien. Alice, et incompris en allant lui dire des choses que vous sauriez sur lui. Alors justement, en lui disant que de manière générale, non, justement pas. De manière générale, que j'ai lu entre les lignes de ce qu'il pouvait m'avoir dit à ce moment-là, donc en ne me basant que sur des choses concrètes qui ont été dites, et que comme à un moment donné, j'ai ressenti dans son attitude que peut-être je l'avais blessé, que je voulais m'excuser si je l'ai blessé à un endroit, et puis voilà.
Point. Vous savez, Alice, vous êtes totalement ambivalente par rapport à cet homme, parce qu'en fait, ce dont vous avez voulu vous assurer, vous avez dit, j'ai voulu être sûre qu'il n'y ait pas d'attraction ou d'attractivité entre nous. Or, en fait, tout votre problème est là, c'est qu'il vous attire terriblement et vous vous en défendez aussi terriblement qu'il vous attire. Et donc, vous êtes... Non mais Alice, laissez-moi continuer, parce que vous devez comprendre ce qui est en train de se passer pour vous, parce qu'on est dans le cadre aussi du travail et vous ne devez pas oublier ce contexte de travail. Il se peut tout à fait, parce que maintenant vous dites, oui, peut-être on est dans une période stressante et il avait besoin de soutien. Ce qui est certain, c'est que les liens, j'ai envie de dire d'amitié, qui peuvent se nouer dans le cadre du travail, oui, bien sûr, dans le stress ambiant des entreprises et du monde du travail, des liens entre collègues un peu forts sur le plan humain, de liens, d'échanger des choses. Bien sûr qu'on parle de nos vies au travail, bien sûr qu'on déjeune ensemble, hommes et femmes, bien sûr qu'on se raconte des choses, et quelquefois même qu'il y a des petites de côté de dragounette, comme on dit, alors que chacun a sa vie, parce que tout ça met un peu de gaieté ou de joie dans certaines difficultés liées au travail, et ça, c'est de l'humain. Mais vous êtes dans votre histoire sentimentale, et d'ailleurs vous dites, oh mais moi je veux pas d'histoire, alors on sent que vous avez peut-être été blessé avant, mais il se trouve que cet homme vous attire, vous a attiré et vous attire, que vous êtes, oui, mais vous avez voulu vous assurer qu'il n'y avait pas d'attirance entre vous pour vous prémunir de votre propre désir. Et aujourd'hui, vous voulez y retourner pour reparler de ça, alors que la meilleure façon de créer du lien, Alice, est que si vous voulez, parce que si vous craignez de l'avoir blessé, de pas avoir été là pour lui, montrez-lui, mais dans le cadre du travail. Le travail est un lien. Vous travaillez sur des sujets, des objets, vous avez des dossiers en commun, vous avez des choses à faire, vous avez plein de choses dont vous pouvez vous parler. Le travail est un endroit formidable pour se parler de plein de choses très concrètes et très réelles qui créent du lien, parce que il s'agit d'un métier qu'on fait ensemble, et quand on se parle de la façon dont on fait le métier, dont on aime ce métier, ça crée énormément d'affect. Donc vous avez tout ce qu'il faut, puisque encore une fois dans le cadre du travail, et laissez tomber s'il vous plaît sa vie privée et respectez-le. Ah oui, là-dessus, il n'y a pas de souci, c'était pas de ça. Enfin, je voulais pas lui dire que je sais. Je voulais juste lui dire que, par rapport au quiproquo, voilà, que... Oui, mais comme dit Yvan, cet homme vous demande rien. Mais vous êtes dans votre... que je voulais avoir. Oui, vous êtes dans votre système de pensée à vous toute seule, et il n'y a ni besoin ni demande de sa part. Il y en aurait un, c'est un grand garçon, c'est un homme. S'il est blessé, s'il a quelque chose, voilà, c'est à lui de venir. On n'a pas à venir sur le territoire de l'autre quand on n'y est pas invité. Vous n'y êtes pas invité. Et là, vous êtes sur sa vie intime. Ça ne vous regarde pas, Alice. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Faut être très clair. Ce que j'ai pas compris en fait moi de son attitude, c'est que lui, au tout début, a fait en sorte que je le remarque, que je le vois, etc. Puisqu'il est allé lui sur mon territoire pour le coup. Vous avez interprété tout à l'aune de votre désir, Alice, et vous devez le comprendre. Je vous promets que non. Écoutez, il vous a fait des propositions. C'est ça, un homme qui cherche à vous séduire. Oui, c'est du factuel. Il se trouve que vous avez interprété des regards, des sourires, le fait qu'il passe devant votre bureau. Il avait peut-être envie d'être en sympathie, en amitié avec vous. Il a peut-être cherché, dans le cadre du travail, une collègue avec laquelle il aurait pu avoir des liens, encore une fois, je reprends ce mot, d'amitié. Alors à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas, est-ce qu'il n'est pas venu en parler directement? Il a peut-être senti que c'était très compliqué pour vous et que le déjeuner a pu le valider. C'est ce que dit Ojat Bordeaux. Ici, elle avait raté une belle amitié. Il y a Chris qui dit de lecture, de pensée, de projection, Alice. Méfiez-vous de vos projections. C'est l'amitié. En fait, je suis persuadée que amicalement, on s'entendrait super bien. Il y a Joseph qui dit, c'est elle qui le désire, à mon avis. Non, c'était au début parce que je savais pas. J'ai vécu longtemps avec un homme et comme je ne savais pas interpréter, je savais pas si les rumeurs étaient vraies ou fausses. Je me suis dit mais c'est vite passé, parce que. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse? Vous voyez bien que vous voulez aller lui reparler de lui, Parce que je veux pas que il se. Je veux pas avoir donné l'impression de pas l'avoir compris en fait, et de l'avoir peut-être jugé ou. Donc c'est une question d'image de vous-même. Vous êtes inquiète pour l'image qu'il aurait de vous.
Non, mais il faut que vous clarifiez ça, c'est très important, Alice, parce que si on ne clarifie pas dans la vie son intention, Oui, je vois. on n'agit pas dans le bon axe. Alors Oui, oui. peut-être que et c'est mieux d'être en toute honnêteté avec vous-même. Après tout, ça ne regarde que vous. C'est important de pouvoir se dire, bah oui, c'est vrai, j'ai pas envie qu'il pense certaines choses de moi, donc mon intention de lui parler, c'est de clarifier ma posture. Mais à ce moment-là, tout ça n'est qu'en restant chez vous, c'est de vous parler. Vous prenez la responsabilité de ce que vous portez. Mais est-ce que c'est très utile parce que montrez-lui qui vous êtes au travail? Montrez-lui qui vous êtes en travaillant avec lui, puisque vous avez des dossiers à partager. Il va bien voir que vous êtes une jeune femme fiable, intéressée par le travail, bosseuse, loyale, engagée, motivée, enfin tous ces mots qui vont bien dans le monde de l'entreprise. Enfin, vous avez plein de façons de lui montrer ce que vous souhaitez lui dire. Fait la preuve par l'exemple et pas par des espèces de discussions d'ordre privé, de sentiments, de ressentis. Voilà, et en plus, c'est pas le lieu. Sans pouvoir donner de détails, parce que voilà, je veux pas être intrusive non plus. Donc oui, je pense que je vais laisser les choses comme ça. Ouais, comme dit Béa, de quoi vous vous mêlez si vous intéresse pas? Vous voyez, et vous avez pas. J'aime pas laisser des gens dans. Mais c'est sa vie privée, Alice. En fait. Mais vous projetez, comme dit Chris, ça s'appelle une projection aussi, ce que vous faites. Vous avez décidé qu'il était dans la tristesse. Ça parle de vous. Alice, intéressez-vous, parce que cette histoire est très intéressante pour vous. Et si vous arrivez à démêler tout ce que ça a bousculé à l'intérieur de vous, parce que ça en a bousculé des choses, cette histoire, ce serait intéressant, ça va vous donner une connaissance beaucoup plus fine de vous. Tout ce que vous avez pu interpréter, voir, comprendre de vous et pas de lui. Vous êtes centré sur lui au lieu de comprendre qu'est-ce qui est à l'œuvre en vous, qu'est-ce qu'il agit, cet homme. Il agit plein de choses chez vous. En étant juste qui il est, peu importe qui il est, ce qu'il fait, peu importe ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas sur lui, ça c'est sa liberté. Et comme dit Bob, un homme qui désire une femme, il le fait savoir. Donc, et si ça se trouve, voilà ce que vous pensez, peut-être lui est égal. Peut-être qu'il est simplement. Sais pas, Et alors, ça vous ennuie. Et si ça lui était totalement égal, Alice, ce que vous pensez. C'est pour ça que je vous appelle, pour avoir. Attention, parce que en plus, comme vous êtes dans le cadre du travail, vous me dites qu'il a une position hiérarchique plus élevée que vous. Vous allez vous fourrer dans un drôle d'endroit où vous n'avez pas lieu d'être. Et alors que vous avez l'occasion, par ailleurs. Et c'est là où vraiment j'insiste sur cette relation, de tisser dans le cadre du travail, et parce qu'il s'agit du travail, une très belle relation intéressante. Peut-être que cet homme a beaucoup de choses à vous apprendre sur votre métier, vos fonctions, il y a peut-être des choses intéressantes à partager avec lui. Et ben voilà, prenez le meilleur. Et prenez le meilleur de ce que peut générer pour vous cette relation. Si vous appréciez sa compagnie qu'il est, mais laissez sa vie privée tranquille, ne vous intéressez pas à lui sur l'ordre privé. Il vous confiera des choses s'il en a envie plus tard. C'est pas tant le détail de sa vie privée, c'est plutôt le sentiment d'incompréhension en fait dont je voulais éviter de laisser une... Mais d'incompréhension de quoi? Que vous l'auriez mal compris? Vous pensez qu'il a besoin d'être compris? Mais vous pensez que c'est son besoin d'être compris de vous? Je sais pas, moi. Donc, alors, si vous en savez rien, vous ne faites rien. S'il avait besoin d'être compris de vous, il irait vers vous pour ça, pour ce point-là précisément. S'il y va pas, c'est pas vous qui devez y aller. Sinon, c'est vous qui avez besoin d'être rassuré, de vous rassurer. D'accord. Vous inversez les choses. Mais rien ne vous empêche de profiter, encore une fois, dans le cadre de cette relation de travail, de choses intéressantes à échanger avec lui, si vous en appréciez la compagnie et l'intelligence professionnelle. Vous avez peut-être beaucoup à apprendre. Et en tout cas, moi, je vous invite à continuer un peu le chemin de toute cette histoire entre vous et vous pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour vous là, à cet endroit-là, précisément dans votre relation aux hommes. Parce que je pense que ça peut énormément vous aider, vous ouvrir à autre chose. Parce que vous avez très peur, Alice. Très, très peur. Et la peur, quand on la regarde, elle s'amenuise.
Et ça vraiment, je vous le dis en toute amitié, parce que je vous sens vraiment partir un peu dans tous les sens, que vous posez, ça vous permettrait que ce soit plus fluide avec un jour, et je vous le souhaite, de croiser la route d'un homme qui vous plaît. Oui, ce que dit Chris, Alice a besoin de se comprendre elle-même surtout. Ouais, de vous rencontrer. Mais c'est une bonne occasion, cette histoire, de comprendre tout ce que ça a bousculé. L'amour, ça nous bouscule, l'attirance, le désir, ça bouscule. Et vous avez été bousculé, et après, vous avez un peu paniqué. Mais pourquoi pas? Vous voyez, en soi, il n'y a jamais rien de mal, Alice. Vous voyez, c'est pas mal. Mais soyez prudente avec vous. Et sur cette relation-là, vous pouvez en faire quelque chose de très beau et de très juste, sans partir dans tous ces trucs-là. Oui. Laissez-le dans sa vie et profitez de toutes les bonnes choses que vous pouvez nouer sur le plan professionnel avec lui. D'accord. Vous serez plus protégé. Oui, très bien. Bonne soirée, Alice. Et alors, bon courage pour lundi matin, pour demain. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir, Martine. Oui, bonsoir Sophie. Merci de m'accueillir à votre antenne. Bienvenue. Je remercie les deux jeunes hommes qui nous accueillent au standard. Eh oui, la fine équipe, Quentin, Corentin. Voilà. Ils vous envoient un baiser à travers la vitre, Martine. Ouh, ils sont gentils. Oui. Rendez-leur, moi aussi. D'accord. Donc je vous écoute attentivement tous les week-ends. J'aime beaucoup vos interventions, vos conseils. Et donc moi je vous avais envoyé un mail par Facebook sur la page. Oui. Voilà, et vous m'avez demandé de vous contacter. Super, voilà, si merci Martine, voilà. formidable. Mais oui, à j'en profite pour dire aussi aux auditeurs, c'est vrai que cette page Facebook de Libre Antenne du week-end sert aussi à ça, que je réponds en et MP et je réponds. C'est super. Super. C'est chouette que vous le disiez, Martine, parce que c'est vrai que c'est encore un autre moyen, on en a plein des moyens aujourd'hui de se rencontrer, de se connecter et d'être en lien avec l'émission. Donc c'est formidable. Merci Martine. Puis il y a des gens qui émettent des commentaires des fois sur des entretiens que vous avez avec des personnes, et c'est vrai qu'on peut dialoguer avec des personnes qu'on ne connaît pas à travers le site, quoi. Exactement, c'est fait pour ça. Voilà. On peut échanger. Voilà. Moi je vous avais parlé là sur le message. Depuis 2 mois et demi, moi j'ai 60 ans, j'ai rencontré donc un homme de mon âge par un site de rencontre sur Internet. Et tout de suite, j'ai senti que ça passait avec lui. Et lui aussi, mais lui, il est très rapide, c'est-à-dire que 2 semaines après, il m'a dit tu es la femme de ma vie, tu es extraordinaire, tu es celle que j'attendais. Moi j'ai été mariée 20 ans. Depuis 6-7 ans, je suis divorcée. Donc après, pendant ces années, j'ai fait des rencontres, mais sans suite. Quoi. La personne ne me convenait pas. Voilà, la personne ne me convenait pas. Voilà. Et celui-là, là, il me convient. Il vous convient bien. Oui. Ouais, là, il me convient bien, mais il est rapide. Alors, est-ce qu'il d'épouser, oui. Ah oui, il est rapide il est non seulement rapide en déclaration, mais aussi dans les projets. Dans ses projets, tout à fait. Alors, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a 59 ans, qui a eu, sans avoir de vie de couple. Il n'a pas eu de vie de couple. C'était les copains, la bringue. Voilà. Les copains, la bringue. Donc, il rencontrait des femmes, mais il me disait c'était pour des relations presque sans lendemain, quoi. Ouais. Et là, tout d'un coup, vous êtes la révélation, celle qui l'attendait, donc. C'est ce qu'il vous dit. Voilà, c'est ce qu'il me dit. C'est ce qu'il me dit. Voilà. Et vous le ressentez? Parce que, outre ce qu'il vous dit, comment vous est-ce que vous sentez ça, vous, dans votre corps, émotionnellement? Vous sentez que vous êtes cette femme si importante dans sa vie à lui? Ou est-ce qu'il a envie d'y croire? Parce que, vous voyez, quand on va si vite. Ouais, voilà. Parce que je sais pas pourquoi il va si vite. Ouais, ça fait vous me dites 2 semaines, c'est ça? Non, ça fait 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et c'est au bout de 2 semaines, là, tout de suite, qu'il m'a fait ces déclarations, vous voyez. D'accord. Que d'une part, avec les bringues, avec les copains, ça faisait déjà quelques années qu'il avait dit, moi, les bringues, j'arrête. Et puis, même avec les femmes, quoi,
Bon, il savait pas trop où il en était. Vous voyez, il continuait à avoir des relations, des rencontres, mais bon, il savait pas trop où il en était, quoi. Ouais. Et il n'a pas varié de discours depuis 2 mois et demi. Ah non, pas du tout. D'accord. Et vous accueillez ça comment? C'est-à-dire quand il vous dit qu'il veut vous épouser, qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis qu'il est rapide, Oui. que moi je suis méfiante. Oui. Parce que je suis méfiante, parce que j'ai rencontré des personnes, j'y croyais, et puis bon, non. Après, soit j'avais plus de nouvelles de la personne, soit je voyais que c'était pas le, et que tout de suite, là, dans l'immédiat, je dis bon, c'est vrai qu'on a des points communs, quoi. Il a des passions que moi j'ai aussi, hein. D'accord. Et vous le sentez dans l'engagement, c'est-à-dire il est loyal, il est fiable. Et il est fiable quand vous avez des petits détails, mais vous avez rendez-vous ensemble pour faire quelque chose. Il est là, il ne se dédie pas, il est fiable et engagé. D'accord. Ah ouais. Oui, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. S'il dit on va faire ça, par exemple, si le week-end dernier il vous dit on va faire ça le week-end prochain, vous le faites. C'est ce qui se passe. Vous faites les choses qu'il dit que vous allez faire. Ou il fait ce qu'il dit qu'il va faire pour vous, par exemple. Oui, mais bon, si vous voulez, donc bien sûr, il est pas sur la même ville que moi. Oui. Donc on se voit le week-end. Oui. Le vendredi, le samedi, dimanche. Voilà, mais donc moi, vu mon travail, je suis obligée de rentrer chez moi pour la nuit. Hein. J'ai un travail, voilà. Donc je le laisse et puis le lendemain, je retourne chez lui. Il est en campagne. On est bien. Bon, et alors là, on décide ensemble. Il me dit, tiens, ce week-end, il y a ça et ça, on peut aller là. Mais si vous voulez, moi, je suis pas quelqu'un de compliqué. Donc, il me dit, c'est un amateur de mobilette. Donc, j'ai pris goût. Allez, on va aller se promener là, on va aller là. Bon, moi, ça me convient. Ça me convient. Et vous, votre question, Martine, c'est de savoir est-ce que je dois continuer de me méfier ou plus me laisser aller? Mais il me sent méfiante. Il me dit toujours, je le vois dans tes yeux. Je dis, mais depuis quand que tu me dis ça? Et la question que vous vous posez, c'est est-ce que je dois continuer de l'être? Et non, est-ce que je dois le croire? Voilà. Est-ce que vous Est-ce que je le crois? Oui. Comment lui faire confiance? Voilà, parce que oui, je vous cache pas, je n'ai pas confiance en 100%. Hein. Non. Alors, comment lui faire confiance? C'est une jolie question, Martine, mais la confiance, en fait, vous savez, on la donne à quelqu'un tout d'un coup. On sent que cette personne-là, on a envie, pour plein de raisons qui nous appartiennent, de lui faire confiance et on la donne. On la donne en sachant que donner sa confiance, c'est prendre un risque, le risque d'être trahi. Et ça, on le sait pas. Hein, et sinon, on la donnerait jamais si on voulait pas prendre ce risque. Mais ce serait dommage. Donc, on la donne, mais en sachant très bien qu'on court un risque. Tous les gens à qui on donne notre confiance, on court toujours, on va dire, ce risque-là. Mais on le prend parce que on estime que, faire confiance pour nous, ça compte, c'est important. Donc, on décide de donner sa confiance. Mais il n'y a pas d'assurance là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire, je fais confiance et je suis sûr que jamais il me trahira. On ne sait pas ça. Mais ça s'entretient et ça se cultive. C'est-à-dire que la confiance, on n'est pas obligé de la donner à 200% tout de suite. On peut la donner par morceaux, par appartement, on va dire. Donc, on va donner comment on fait, alors des parts de confiance. C'est-à-dire que petit à petit, confiance, c'est se confier. C'est confier des parties de soi. Dans confiance, il y a confier. Il y a confiance, confidence. Donc, il y a petit à petit, on entre doucement dans la relation. Confiance, c'est pas je te passe les clés de chez moi, enfin symboliquement, les clés de ma maison intérieure. Et puis, tu es ici chez toi, tu fais tout ce que tu veux. Non, ça se construit. Hein, vous êtes comme une jolie maison. Martine, il va pas où il veut, il fait pas que ce qu'il veut. Donc voilà. Donc petit à petit, vous ouvrez, on visite des pièces, on prend le thé quelque part, on est dans la cuisine, on regarde un film ensemble. Vous voyez, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, petit à petit, vous lui confiez des choses de vous parce que vous lui faites confiance. Aujourd'hui, c'est le cas d'ailleurs, parce que à quoi il voit que vous êtes. Vous voyez, comment se traduit votre méfiance aujourd'hui concrètement? Vis-à-vis de lui, c'est quand je lui... Mais d'ailleurs, ce fait de confiance, il me dit, le jour où tu me feras entièrement confiance,
Mais c'est quoi pour lui entièrement confiance? Et c'est quoi pour vous être méfiant? Oui. Voilà, lui faire confiance, c'est-à-dire que moi, je me pose toujours des questions sur ce passé qu'il a eu. Je veux dire que pendant 35 ans, vous ne le croyez pas? Il a eu que des relations de passage. Et je lui ai dit, mais j'ai du mal à comprendre qu'en 30 ans de connaissance de femmes, je n'ai pas rencontré quelqu'un avant moi. Qu'il faut attendre 60 ans pour rencontrer quelqu'un. Vous avez du mal. D'accord, c'est pas confiance. D'accord, vous avez du mal à le croire. Il n'est pas crédible. C'est pas crédible, ça tient pas debout tout ça. D'accord. Ouais, je me dis, mais je lui dis, mais tu te rends compte, là, tu me dis que je suis extraordinaire, que je suis exceptionnelle, que je suis la femme de ta vie, que tu veux m'épouser. Mais je lui dis, mais attends, pendant 30 ou 35 années que tu as fréquenté d'autres femmes, il y en avait bien quand même qui étaient comme moi, même si tu as eu que des relations comme ça. Bon, ouais, je comprends, et c'est juste. Vous voyez, je trouve que votre questionnement est juste. Il a lieu d'être. Évidemment, on peut se poser ces questions, mais vous pouvez vous les poser à vous-même sans passer votre temps à les lui poser. C'est-à-dire, donnez-lui ayez le bénéfice du doute, comme on dit. C'est le bénéfice du doute, c'est-à-dire, je suis pas sûre que il me raconte pas des salades et peut-être que tout ça est pas vrai, mais dans le doute, j'ai envie d'y croire en partie. En tout cas, je vais pas remettre en cause envers lui. Je garde ma méfiance à l'intérieur de moi. Parce que je suis vigilante et il faut que vous le soyez, je pense, au début. On l'est toujours un peu, c'est normal, c'est sain, un peu en distance. Mais dans le doute, je prends ce qu'il me dit pour ce qu'il me dit. Parce que sinon, c'est lui qui va plus avoir confiance en vous. C'est-à-dire que si jamais une confiance doit naître, lui, il se dit, elle me croit pas. Donc si elle me croit pas aujourd'hui, demain elle va pas me croire. Et ça l'incite un peu comme un enfant qui n'est pas cru, un côté un peu immature, du coup à raconter encore plus de salades. Vous savez, c'est l'inverse. Quand on n'est pas cru, on se dit, s'il me croit pas ou elle me croit pas, je vais raconter autre chose. C'est très enfantin ce que font les enfants quand on les croit pas. Ils trichent et ils mentent. Des fois, je me demande s'il en rajoute pas. Alors justement, faites celle. Je dis faites celle, même si vous avez votre quant à vous, votre quant à soi, son quant à soi. Faites celle qui prend ce qu'il lui dit, voilà, pour argent comptant, c'est ok. Vous voyez, et vous allez voir ce que ça donne. Changer d'attitude. Parce que, comme dit Oja, oui, mais il n'a jamais vécu en couple, alors attention, une relation, oui, mais chacun chez soi. De toute façon, aujourd'hui, vous voyez en week-end, vous partagez des bons moments, et ça vous va. Et vous êtes bien avec lui, et vous êtes contente. De savoir, alors bien sûr que vous avez besoin de lui faire confiance, parce que, et vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans la relation, parce que c'est vrai que si vous racontez des salades, forcément, vous ne pourriez pas avoir confiance et vous ne serez pas en sécurité. Mais c'est trop tôt encore pour savoir tout ça. Donc, dans le doute, vous dites, allez, j'ai envie de lui faire croire que je le crois, même si, à l'intérieur de moi, je reste un peu vigilante. Mais je ne lui dis rien. Ah oui. Vous lui dites rien parce que ça sert à rien. Parce qu'en lui disant, mais je te crois pas, t'as bien eu, etc., vous le titillez, et puis du coup, il en rajoute du coup. Alors ça paraît encore moins crédible. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que lui il en rajoute, mais elle va enfin me croire, donc il en fait des tonnes. Vous le croyez encore moins. Je crois encore moins, tout à fait. Donc vous le questionnez encore plus. Donc du coup il se dit oulala, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais encore en rajouter une couche. Donc il vous fait encore plus des déclarations. Donc il devient peut-être un peu anxieux, ça le rend anxieux. Donc calmez le jeu de tout ça. Prenez la vie comme elle va, là. Profitez des week-ends, les mobilettes, les sorties. Amusez-vous, accueillez-le comme il est. C'est sûr, on se rend compte à 60 ans, il y a une vie avant. Bon, on sait pas tout. Est-ce qu'il faut tout savoir? Est-ce que c'est important de tout savoir de la vie d'avant? Je suis pas certaine, vous voyez. C'est-à-dire que je pense que on se rencontre et il m'a confié tout ça. C'est vrai que oui, j'ai pas besoin de Ouais, il a voulu vous rassurer parce que lui-même doit pas être très rassuré. C'est le signe de quelqu'un qui est pas rassuré, qui cherche à se rassurer, donc il en fait des tonnes. Mais vous serez beaucoup plus rassurante en étant moins méfiante envers lui. Ça ne vous empêche aucunement, Martine, d'avoir un peu de distance. Comme dit Bob, pas oublier que qui va piano, va lentano, enfin va doucement. Et, voilà. Et puis travailler un peu les points communs et ce qui vous réunit.
Et vous, allez tranquille, quoi. Ouais, parce qu'il me dit toujours, je sais pas ce que les hommes t'ont fait, mais... Ah, parce Ouais, qu'ils sentent quoi? Ils sentent que vous êtes... Oui, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu de la difficulté dans mes relations, et puis je suis quelqu'un de très très sensible, si vous voulez. Moi, je démarre au quart de tour, quoi, et pour tout. Oui. Et Pour tout. quand vous dites... et par exemple, donnez-moi un exemple où vous démarrez au quart de tour avec lui et ça peut poser problème. Par exemple, il me dit dans la semaine, il me dit tiens, j'irai peut-être avec un copain au salon de la moto en Italie. Et je lui dis ouais, mais tu vas y aller un week-end. Et je lui dis mais tu me demandes pas si je veux venir. Ah ben il me dit mais si, mais tu peux venir et tout, mais moi j'ai pas eu l'habitude de fonctionner avec quelqu'un, j'ai toujours fonctionné tout seul. Il faut lui apprendre, il sait pas être en couple. Voilà. Vous avez tout à lui apprendre, Martine. Donc pas être en couple. Voilà, oui, mais sans vous blesser, au lieu de lui dire dis donc tu me demandes pas, vous pourriez lui dire mais moi ça me ferait bien plaisir de venir, tu veux bien? Apprenez-lui, soyez dans son apprentissage, apprenez-lui à devenir un homme pour une femme. Oui, j'ai l'impression qu'il faut lui apprendre. Oui. D'ailleurs, il me dit, je reconnais que depuis 2 mois et demi, là, moi, j'ai beaucoup changé. Je n'avais pas l'habitude de vivre en couple, je n'avais pas de vie. Oui, et vous avez à lui apprendre ça, et il vous en sera très reconnaissant. Et oui, mais donc vous braquez pas. Ouais, vous braquez pas, Martine. Montrez-lui le chemin, vous le connaissez. Lui, il le connaît pas. Ça peut être un gros avantage, d'accord? D'accord. Je vous embrasse, Martine. Merci de nous avoir appelés. Et belle relation. Merci. À bientôt. Merci, Sophie. Au revoir. Il est minuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. C'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct pendant encore 1 heure. Une libre antenne dans laquelle on ose, la gentillesse ce soir, comme beaucoup de soirs d'ailleurs. La gentillesse qui est au final de la bienveillance, une gentillesse dans laquelle on trouve dans la rencontre avec l'autre de quoi progresser sur sa route tout en faisant progresser l'autre sur la sienne. Un acte libre, sans naïveté, sans mièvrerie, mais avec courage et d'où chacun sort grandi, sans dette, l'un envers l'autre, car chacun y a gagné. Et c'est ça l'esprit de la libre antenne, où chacun suit son chemin original en compagnie. Quentin et Corentin sont là avec toute leur gentillesse et vous la connaissez, pour accueillir vos appels au 39 21, et c'est tout aussi gentiment que Julien réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit, ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Laurine. Bonsoir Sophie. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bienvenue à l'antenne. D'accord. Bonsoir et merci beaucoup de m'accueillir à l'antenne. Et je voudrais aussi vous témoigner mon admiration que j'ai pour vous, parce que voilà, je vous écoute depuis quelques années maintenant. Et je perçois beaucoup de bienveillance merci, dans votre ça me fait voix. très plaisir. C'est adorable, Voilà. Laurine. Merci à vous. Voilà. Et je crois que vous aviez envie d'intervenir déjà hier soir, m'a dit Corentin, au sujet du pardon. Vous vouliez justement rebondir sur ce thème qu'on a abordé hier. Oui. Mais tout à fait. J'ai téléphoné spontanément parce que je me suis sentie particulièrement concernée. Oui. Il faut savoir que j'ai été maltraitée durant mon enfance. Donc ça a duré entre 6 et 14 ans, entre mes 6 et 14 ans. J'ai été maltraitée, j'ai été abusée physiquement, j'ai été abusée émotionnellement également par ma belle-mère.
Et donc, je commence à peine à mettre les mots sur ce qui m'est arrivé. Et voilà, je ne suis plus du tout dans la colère, enfin du moins c'est ce que je crois. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas du tout dans le pardon. Et c'est inenvisageable pour moi actuellement. Et donc, je me disais en écoutant le témoignage hier soir, mais quand on a vécu ça, comment est-ce qu'on peut, quand on a vécu ce que moi j'ai vécu, comment est-ce qu'on peut arriver à pardonner cet adulte qui était censé de me protéger, ou du moins m'apporter de l'amour, et qui a abusé en fait de moi dans ma tendre enfance, dans la petite enfance, et aujourd'hui j'ai 32 ans. Et je vois bien que j'ai des problèmes d'ordre relationnel dans ma vie suite à ce que j'ai vécu. Donc voilà, je ne suis pas du tout dans le pardon, et si vous pouvez m'éclairer, ce serait vraiment très gentil. Oui, je comprends votre question, Laurine. Et j'entends tout à fait quand vous dites c'est inenvisageable parce qu'il y a tout ce trajet de reconstruction. Alors déjà, en préambule, vous voyez, d'un chemin comme celui-là, déjà, c'est important de reconnaître qu'on a été victime, et je pense que c'est ça qui a commencé pour vous à faire le travail, c'est de prendre toute la mesure de la victime que vous avez été enfant, et c'est terrible. Et ça, si on passe pas par cet endroit-là, par contre, tout le problème, et c'est ce qui explique aussi très bien Boris Cyrulnik dans La Résilience, c'est le problème est de rester enfermé à cet endroit de victime, parce que si, et ça rejoint certains témoignages effectivement d'hier soir, si on reste enfermé dans ce statut de victime, alors on donne beaucoup de pouvoir à celui qui nous a fait mal. Et en fait, le pardon, c'est pas tant d'excuser. En fait, vous savez, dans la langue française, quand quelqu'un vous bouscule dans la rue, on dit pardon ou pardonnez-moi, parce qu'on s'excuse. Mais là, dans ce sens-là, c'est-à-dire le pardon sur le plan psychique, psychologique, spirituel, c'est pas ce pardon-là, c'est pas une excuse. Vous voyez, comme vous dites, je comprends quand vous me dites c'est inenvisageable, parce que c'est inexcusable. Voyez, et ça n'a pas à être excusé. Voilà. Alors c'est d'un autre ordre. C'est un peu comme, ce serait deux types de pardon qui seraient sur deux planètes différentes, ou deux niveaux logiques différents. Et là, dans une histoire comme la vôtre, le pardon, ce serait de ne plus en vouloir à celui ou ceux et celles qui vous ont détruit, blessé, abîmé, pour pouvoir vous faire du bien à vous. Parce que on gardez le mal qu'on vous a fait à l'intérieur de vous, c'est continuer à leur donner ce pouvoir d'agir continuellement au travers de cet acte et ne pas vous en libérer. C'est dire, vous savez quoi, j'ai plus mal, et tout ce que vous m'avez fait, ça me fait plus rien. Et il est là, la clé est là. Et quand vous êtes là, vous avez pardonné parce que vous avez traversé quelque chose, et vous avez pu vous donner cette nouvelle liberté de dire, vous allez pas me détruire ma vie, parce que ma vie, elle est à moi. Et donc, c'est pas excuser, c'est juste de lâcher la haine et la colère, de ne plus en vouloir, parce que votre vie est beaucoup plus importante que tout ce qu'ils vous ont fait. Oui, mais je comprends, Laurine, parce que c'est un très long trajet, parce que ça fait mal. 6 à 14 ans dans la toute petite enfance, vous avez tout à reconstruire. Vous reconstruisez petit à petit. Et c'est bien de vous dire, j'en suis pas là parce qu'aujourd'hui j'ai encore besoin pour me reconstruire, parce qu'on a aussi besoin d'en vouloir. C'est-à-dire que être victime, puis en vouloir et haïr l'autre, tout ça fait partie du processus, jusqu'à ce qu'un jour on le lâche. Mais si on n'y est pas passé, on peut rien lâcher. Donc quand si les gens vous disent faut pardonner, de but en blanc, c'est incompréhensible. Oui, non, ça va pas se passer comme ça. C'est une sorte de processus ou d'élaboration où à un moment donné, la blessure sera toujours là, mais il y aura une cicatrice au lieu de quelque chose plus à vif. Et vous pourrez. Elle n'accrochera plus. En fait, elle accrochera plus. Elle fera mal de temps en temps, parce qu'elle fera toujours mal. Mais comme vous dites, elle accrochera plus. Elle sera plus un
empêchement dans les relations parce que vous serez retrouvés. Oui, le problème, c'est qu'effectivement, je vois bien que j'ai vraiment de gros problèmes d'ordre relationnel avec les autres, tout simplement parce que j'ai été quelque part un petit peu déséquilibrée dans le processus d'un enfant normal qui grandit et qui est entouré de bienveillance et d'amour. Et moi, j'ai pas du tout eu ça, en fait. Vous savez pas à quoi ça ressemble, vous l'avez pas connu. Mais voilà, c'est voyez, ça. C'est compliqué une fois adulte. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai reproduit des schémas chaotiques avec deux amours de ma vie, notamment, mais qui n'étaient pas pour moi. Donc c'est des amours destructrices pour moi en tout cas et voilà, et je sais très bien que c'est parce que c'est tout ce que sans doute qu'on m'a donné en fait. C'est ce qu'on m'avait donné quand j'étais enfant et c'est tout ce que je connaissais. Bien sûr. C'est exactement ça, c'est que en tant qu'enfant, vous n'avez pas pu élaborer un doux lien, des choses bonnes pour vous, parce que dans la maltraitance, vous avez appris quoi? Que vous étiez non aimable, mauvaise, qu'on pouvait, mauvaise, horrible, ne pas vous respecter, voilà. Donc tout le trajet de la jeune femme que vous êtes, c'est d'apprendre à vous considérer, à vous aimer, à vous donner tout ce qu'on vous a pas donné. Et c'est après, quand vous aurez reçu de vous-même tout cet amour, que vous pourrez pardonner. Le pardon viendra à la suite de ça comme une conséquence, mais vous pouvez pas le chercher ni le vouloir. Il s'imposera à vous. Voilà, c'est ça. Voilà, il va s'imposer un jour à vous, et je vous le souhaite, en libération, parce que vous serez donné tout cet amour qu'on vous a pas donné. Vous leur direz, vous savez quoi, j'ai réussi et je vous embrasse. J'en suis sortie. Ça me pèse. Je me sens lourde encore de cette histoire, alors que normalement je devrais être un peu plus légère, parce que je mets enfin des mots sur ces mots que j'ai subis étant beaucoup plus jeune. Mais il y a encore quelque chose de lourd, et je crois que ce quelque chose, ça doit être le fait que je ne suis pas dans le pardon, en fait. Oui, mais vous ne pouvez pas le vouloir, Laurine. Ce que je vous dis, c'est laissez-vous aller dans... Parce que ce que je comprends, c'est que vous faites donc un travail sur vous, en thérapie. Oui. Non. Elle va pas du tout. Parce que je vous disais, je mets des mots. Voilà, c'est pour ça que je pensais à ça, non? Oui, non. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai poussé la porte d'un monastère. Oui, oui. Voilà. Pourquoi pas, exactement. Voilà. Et j'ai trouvé de l'écoute, de la bienveillance, des outils. Alors, c'est des outils issus beaucoup donc de la psychologie bouddhiste. Oui. Mais voilà, ils m'ont un peu mis sur les rails quand même, sur la voie de guérison. Mais quand même, ce qui revient beaucoup, c'est le pardon. Alors, quand j'ai entendu hier l'émission, je me suis dit, mais non, moi je ne peux pas pardonner encore, je n'y suis pas encore. Et voilà, mais voilà, j'en suis à là dans ma vie au jour d'aujourd'hui, et c'est dur. Oui, et c'est intéressant votre chemin, Laurine, parce que vous êtes allée vous mettre dans une famille pour retrouver des liens aussi d'une solidarité, d'une famille, d'un collectif qui partage le même amour, en tout cas la même bienveillance, et des règles aussi de bon fonctionnement entre eux. Et c'est ça aussi un monastère. Donc, pour vous, ça a reconstitué quelque chose avant peut-être un parcours, voilà. Et c'est bien que vous vous écoutiez là-dessus, parce que c'est sans doute ça qui était le mieux pour vous à ce moment-là. Peut-être que vous pourriez, alors c'est vous qui le sentez encore une fois, envisager un travail maintenant peut-être individuel avec un thérapeute pour entre vous et vous, voilà. Pour maintenant qu'il y a eu quelque chose d'accueillant, vous avez été accueilli, vous avez pu physiquement, parce que c'est très physique une thérapie en fait, c'est très expérientiel, parce que souvent on comprend les choses intellectuellement et on se dit ça marche pas pour moi. Oui, ça marche pas parce que en fait faut le vivre tout simplement. C'est ça qui est difficile. On dit je comprends tout, mais j'ai tout essayé, moi ça marche pas. Vivre.
Moi, j'ai un message à vous dire, vivez. Donc là, ça va être douloureux, hein, je vous le cache pas, Laurine, de repartir, de remettre en mots l'histoire, de raconter ce qu'a vécu cet enfant, votre petite fille. Et même là, j'en parle avec vous, je suis replongée en fait dans les horreurs de ce que j'ai pu vivre, et je le souhaite vraiment à personne, parce que quand on a 6 ans, on n'a pas droit en fait d'être piétiné dans sa dignité comme ça. Non, on n'a pas le droit. Dans mon cas, c'était une belle-mère qui était très jalouse en fait de la relation que j'avais avec mon père, et elle n'hésitait pas du tout à me punir, mais c'est pas de la punition, c'est de la maltraitance en fait, ce qu'elle faisait. C'est pas une petite punition, et je le souhaite vraiment à personne. Maintenant, je me demande si vraiment on s'en remet un jour, Sophie, de ça, vraiment. Se remettre, c'est tout le processus de résilience, c'est-à-dire la résilience, vous savez, c'est ce qu'on connaît dans l'ingénierie, dans la technique et la résistance des matériaux. On sait qu'il y a certains matériaux, on dit qu'ils sont résilients parce qu'après un choc, ils reprennent leur forme initiale. Et vous, votre forme initiale d'être un être humain parmi les êtres humains, vous avez la forme d'être un être humain né avec un corps, un âme et un esprit, et vous avez été déformé par un choc et un trauma enfant. Et le trajet de résilience va être de reprendre votre forme initiale de cet enfant qui est né au monde pour y accomplir son destin et son chemin. Et vous allez passer avant par cette reconstruction. Et donc par la reconnaissance de j'ai été victime et je veux qu'on l'entende. Et c'est ce que vous faites là aussi ce soir en parlant à l'antenne d'Europe 1. Et c'est important. Et c'est ce que font plein de témoignages dans cette émission. Et puis après, ne pas rester enfermé, scotché, dans ce statut de victime, parce que là, il va vous dévorer. Et ça peut pas être une vie que d'être une victime. On n'est pas né pour ça. Non. Et aller trouver les lieux, les endroits, les gens bons pour vous. Et alors là, faites-vous confiance, Laurine, parce que ce que vous savez aujourd'hui, alors, j'allais dire le point positif, mais en prenant des immenses guillemets. Quand je dis positif, c'est que vous savez reconnaître les gens malsains pour vous. Vous, parce que vous avez été maltraité. Donc, attention de ne pas être attiré par eux, parce que la petite fille, elle a très bien connu ce monde-là. Donc, vous devez avoir une attirance beaucoup plus forte pour des gens qui vont pas être bienveillants. Et comme vous connaissez pas à quoi ressemble la bienveillance, il va vous falloir sortir des grandes antennes que vous avez dû découvrir dans le monastère, et vous allez vous servir de ces antennes-là maintenant. Mais c'est un gros travail. C'est un gros travail, énorme. Ça demande beaucoup. Vous avez raison de le préciser. Je m'en serais bien passé, croyez-moi. Mais bon, c'est mon chemin et je l'accepte. Et merci aux émissions comme la vôtre. Il y a Louisa qui dit un très très beau, je trouve. Ne pas pardonner, c'est avaler du poison chaque jour en espérant que l'autre en meure. C'est bien vu. Que c'est nous qui l'avalons. En espérant que l'autre en mourra. Et quand on est dans le statut de victime, on se met dans la victime, on avale tous les jours ce poison en espérant qu'en étant victime, on va faire mourir l'autre. Et c'est un peu raté. Et il va jamais mourir, mais nous, on risque bien de mourir. Mais nous, par contre, on s'empoisonne. Exact. Petit feu et sûrement. C'est sûrement. Absolument. Il y a Chris qui envoie un message, nous allons renourrir l'estime de soi pour pouvoir s'accueillir en toute bienveillance et enfin se construire et s'aimer suffisamment de l'intérieur et ne pas chercher à retrouver aujourd'hui l'amour ou la reconnaissance qui ont manqué dans l'enfance. Oui, c'est juste, c'est-à-dire on va pas refaire le passé, mais on va le trouver dans l'aujourd'hui. Il y a Monica qui dit vous n'y êtes pas encore, pourtant on vous y sent tout près, ça c'est vrai. C'est comme si vous étiez encore dans la forêt noire mais sur un chemin vers la lumière. On le sent ça. Mais je vous assure que c'est très fidèle à ce que je ressens. Et à ce que je pense vivre actuellement. C'est ça, je suis encore dans cette forêt noire, mais je vois quand même qu'il y a au bout une toute petite lumière. Et du coup, ça me donne espoir, mais en même temps, je vois quand même qu'il y a beaucoup de travail et la reconstruction
est assez, vous voyez, j'ai même un petit peu les larmes. Parce qu'elle est longue et que la forêt est épaisse et très noire, bien sûr. Et que vous en voyez pas le bout. C'est-à-dire que même si vous savez qu'il y a une petite lumière, quand on est plongé dans cette obscurité, qu'on chemine un peu tout seul, c'est lourd. C'est pour ça que j'aimerais, Laurine, que vous ne cheminiez plus toute seule, parce que c'est un peu lourd, et que vous pouvez vous faire confiance pour trouver, et chercher d'abord, puis trouver quelqu'un qui saura vous accompagner, mais vraiment avec plein d'amour, pour pouvoir que vous le redonnez, que vous puissiez vous le redonner. Il y a Joseph qui dit, oui, on s'en remet, il faudra prendre l'enfant qu'elle a été dans ses bras, et la consoler, et puis avancer ensemble. Oui. Je l'ai déjà entendu, ça aussi, au monastère, l'enfant intérieur. Mais tout seul, quand même, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais vous pouvez pas toute seule, Laurine. Là, je vous le dis vraiment en toute sincérité, vous pouvez pas toute seule. On a besoin des autres pour s'aimer, parce qu'on a besoin du regard de l'autre. Vous avez manqué, pour grandir, 6 à 14 ans, en pleine croissance, vous avez manqué d'un regard aimant et bienveillant. C'est le thérapeute qui va vous le fournir, Laurine. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous poser sur vous le regard qui n'a jamais été posé pour que vous fassiez l'expérience de ce regard-là. Juste l'expérience. Parce que quand ce regard-là va vous traverser, alors vous allez voir la lumière à l'intérieur. Mais dans la forêt toute seule, vous pouvez rien voir. C'est pas possible, ça. Non, tout seul, trop, non. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Je vais prendre rendez-vous, vraiment. Vous venez de me convaincre. Je suis contente. Je vais vraiment le faire. Je le sens que c'est quelque chose qui est là. Il faut absolument que je continue ce travail et que je me laisse pas emporter par cette forêt noire qui est trop sombre. Donc, oui, parce que aller en thérapie, souvent on dit mais j'ai pas de problème ou je vais y arriver, comme si on était faible, parce que c'est pas du tout une faiblesse, c'est même une force ou un courage. C'est d'aller dire, tenez-moi la main parce que là c'est un peu difficile pour moi, pour que je puisse la lâcher. Je vous dis pas d'y aller pendant toute votre vie, mais reconstituer. La thérapie, elle permet quoi? Elle permet qu'au travers du thérapeute, je dis au travers, un thérapeute, c'est un moyen. Vous voyez, c'est un moyen. Il est là pour être un passeur, un guide. Voilà, il tient la main parce qu'à un moment donné, on risque de tomber dans un petit passage de la vie où on a peur et on risque. Voilà, on prend le risque de tomber et donc pour ne pas tomber, on va tenir une main. Mais c'est un regard qui va permettre de vous reconstituer à l'intérieur de vous. Et le thérapeute ne fera rien d'autre que d'aller regarder toutes ces zones que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui, qui sont magnifiques, et que vous pourrez toucher, et vous pourrez dire, ah oui, c'est moi, c'est bien moi, c'est Laurine. Tout ce qui n'a pas été atteint, justement, par la terrible belle-mère. Oui, tout à fait. Mais alors, je me demande quand même par où commencer, où est-ce que je peux trouver la bonne thérapeute ou qui vous ressemble ne serait-ce qu'un petit peu par la voix. Ça me va très très bien. Laurine. Faites-vous confiance de la même façon que vous avez trouvé votre monastère et ces bouddhistes qui vous ont fait du bien. Vous prenez autour, soit annuaire internet, par de bouche à oreille autour de chez vous dans votre région, et vous systématiquement, il faut faire une petite étude de marché, il faut en voir 2 ou 3, et là vous ne laissez parler que votre cœur. Ne vous dites pas oui, alors elle a l'air pro, ah bah oui, mais là, machin, elle m'a dit ça. Non, votre cœur, uniquement votre cœur. C'est aussi une histoire d'amour, d'amour au sens pur du terme, c'est-à-dire de rencontre. Vous allez confier quelque chose de vous de très profond. Il faut que vous soyez bien sûr que cette personne en prenne grand soin, parce que vous confiez la petite fille, vous allez confier Laurine. Donc cette fois-ci, c'est pas une méchante belle-mère. Vous avez totalement raison. Il y a Chris qui aimerait échanger avec vous hors antenne à ce sujet. Donc voilà, si vous souhaitez, on vous laissera son numéro. Il y a Joseph qui dit oui, on fait pas ça tout seul. Et effectivement, Chris qui dit mais à 6 ans, voilà, vous n'étiez pas construite, vous pouviez absolument pas faire ça, voilà, pas avancer sur votre chemin. Vous n'étiez absolument pas dans l'axe pour ça, et donc c'est aujourd'hui que vous êtes cette jeune femme que vous pouvez avancer, vous pouvez choisir de ne plus subir le passé, ajoute Chris.
Et puis un autre auditeur qui dit, une auditrice, j'ai été moi aussi maltraitée psychologiquement et c'est quand j'ai commencé à pardonner à la personne qui m'avait détruite que j'ai pu débuter un chemin de reconstruction. Je me suis sentie libre de vivre à partir de ce moment-là. Et c'est lâcher le fameux poison. Ouais. Ah, il y a un auditeur qui demande votre âge. Alors, je ne sais pas si on l'a dit 32 ans, vous avez, Laurine, c'est ça? Moi, j'ai 32 ans. 32 ans, oui, toute jeune. Je voudrais juste dire, par rapport à la personne qui vient de vous écrire là, je rêve de ce moment où je me sentirai enfin libre, mais vraiment libre réellement de mon histoire. Et voilà. Donc, c'est très particulier parce qu'on peut bien sûr le vouloir dans le sens le désirer de toutes ses forces, mais on ne peut pas. On peut en décider, en partie, on peut décider de prendre le chemin d'eux, mais pas décider de le faire. Et c'est le chemin qui va vous y conduire. C'est vraiment une histoire de chemin. Vous verrez, Laurine, enfin, je le dis pour les auditeurs, voilà, parce que le sujet, effectivement, a beaucoup intéressé dans la libre antenne. J'ai posté un article d'un blog qui s'appelle Philologue aujourd'hui sur la page Facebook de la libre antenne du week-end. Voilà, sur le pardon, qui est très passionnant, où s'y exprime en partie Hannah Arendt, que j'aime beaucoup, mais vous verrez que c'est très éclairant, parce que il est question, ce que dit Hannah Arendt, elle parle d'un état de grâce, elle parle que la maltraitance, le drame est imprévisible et le pardon est le miracle de l'imprévisible. C'est irréversible. Elle dit c'est irréversible un acte de destruction. Pour vous, c'est irréversible. Et donc le pardon devient cette espèce de forme de miracle qui arrive dans ses zooms, mais si au bout du chemin, quoi. Parce qu'il y a eu un trajet. Mais peut-être que ça vous aidera de lire cet article, Laurine. Je vais aller le lire vraiment avec beaucoup d'attention. Oui. Merci de nous avoir appelés, de vous être confiés ce soir à l'antenne. Merci à vous. Ouais. Et bonne route, hein, même si le sac est lourd et les cailloux font mal et la forêt est bien noire. Elle est bien noire, le sac est lourd, mais c'est vrai que ma personnalité fait aussi que voilà, je suis assez vaillante, je suis comme ça. Mais comme vous l'avez très justement dit, et je le constate moi-même, il suffit pas juste de le vouloir en fait. On peut avoir toutes les meilleures volontés du monde. Il faut vivre. Voilà, il faut vivre l'expérience. C'est par l'expérience qu'on se transforme. Il faut être dans la vie. Je vous souhaite d'être dans la vie, Laurine. Merci intensément. Beaucoup. Je vous embrasse. Merci. Bonne nuit à vous. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, vous nous appelez pour, je crois, un sujet pas évident pour vous à aborder, m'a dit Corentin. Oui. Je sais peu de choses, comme souvent, quand on est en direct, comme ça. Je suis marié et puis j'adore me travestir. Oui. Et puis, dès que, comme là, je pars pour mon travail en déplacement. Oui. Et là, comme là, tout de suite, je suis travesti. Au moment où vous nous appelez. Voilà, c'est ça. Et en fait, si vous appelez ce soir, c'est que vous en souffrez de cette situation? Un peu, oui, ça commence à me peser. Oui. Mais vous êtes travesti pendant votre travail ou c'est le temps du trajet où vous changez de vêtements, en fait? Là, je suis arrêté sur une aire d'autoroute. Oui. Et puis, je suis travesti. Alors, vous savez peut-être Michel que, il y a différentes formes, on va dire, dans ce type de comportement. Et c'est de savoir qu'est-ce qui, au départ, quand vous avez commencé, est-ce que c'était parce que ça vous stimule, ça vous fait quelque chose, c'est érotique pour vous, de porter des vêtements de femme, ou c'est plutôt pour aller chercher une autre identité que la vôtre, ou pour d'autres rencontres? C'est dans quel but et ça a commencé comment? Et ça date d'il y a longtemps? C'est récent? Comment? Voilà. Ça a commencé dans ma tendre enfance. Oui. Vous déguisez. Vous déguisiez. Oui. Et c'est la matière, le collant. Ça m'a
ça m'a fait, comment je pourrais vous expliquer ça? Ça m'a fait, la matière m'a attiré sur la lingerie, puis après, Oui. ça a continué, quoi. Et alors, qu'est-ce qui fait, Michel, comme vous étiez attiré donc par tout ce qui était féminin, étant jeune garçon, est-ce que vous avez eu, du coup, dans votre sexualité, plutôt été attiré par des hommes ou vous avez continué, vous êtes allé plutôt vers les femmes? Comment vous avez décidé de votre sexualité à ce moment-là? Bah, si vous voulez, j'étais, étant jeune, je cherchais juste à me travestir. Et puis par la suite, en vieillissant, j'ai eu des relations avec des hommes. Oui, et ça vous a plu, ça vous a convenu? Oui, ça m'a plu, mais maintenant que je suis marié, tout, j'ai des enfants. D'accord, mais parce que du coup, je vais dire, vous avez, qu'est-ce qui fait que vous êtes marié, que vous êtes parti donc dans une relation hétérosexuelle? Alors, si vous voulez, je suis bisexuel. Oui, d'accord. Voilà. Et les deux vous conviennent, ou est-ce que les deux, oui. Les deux vous conviennent autant? Oui. Ce qui vous fait souffrir, alors, c'est de vous sentir justement écartelé entre ces deux, à la fois ces deux polarités et ces deux types d'attirance. Est-ce que vous préféreriez être tout l'un ou tout l'autre? Vous voyez, qu'est-ce qui est difficile pour vous? C'est après, si j'ai une relation avec un homme, après j'ai des remords vis-à-vis de ma femme. Oui. Qui ne sait rien, elle. Qui ne sait rien du tout. Donc c'est votre culpabilité qui commence à vous peser. Voilà, c'est ça. Oui, vous vous sentez pas bien vis-à-vis de votre femme. Mais c'est récent que vous le viviez mal. Vous avez quel âge, Michel, d'ailleurs? 53. 53. Et donc ça, c'est depuis donc votre jeunesse. Et depuis combien de temps ça commence la situation vous pèse? Il y a à peu près 5-6 mois, là. Alors, qu'est-ce qui a... D'accord. 5-6 mois. C'est très récent. Avant, ça, voilà, ça faisait partie de votre vie. C'était comme ça. Il y avait une vie un peu cachée, une intimité un peu cachée, et puis votre vie de mari et de père de famille, et tout ça allait pour vous. Voilà. D'accord. Et alors, ça. D'accord. Quels sont les éléments qui sont arrivés dans l'année, dans votre vie, qui ont commencé à créer ce malaise? Est-ce que vous avez repéré quelque chose? Oui. C'est vis-à-vis de mes enfants, ils ont grandi, puis j'estime que il est temps que j'arrête tout ça, quoi. Parce que vous craignez quoi? Qu'ils le découvrent? Oui, qu'ils le découvrent, et puis vis-à-vis d'eux, quoi. Quand ils étaient petits, ça vous gênait pas, mais maintenant qu'ils grandissent et qu'ils deviennent des adultes, c'est le regard d'adulte à adulte, c'est ça qui vous met mal? C'est ça qui me met mal à l'aise. Le risque qu'ils le découvrent, ou le fait de quand, par exemple, il y a un déjeuner de famille et vous avez en face de vous, alors je sais pas, des grands garçons ou des grandes filles, c'est quoi? Des grandes filles. Des grandes filles. Oui. Ah, donc c'est ce que vous faites à la femme. C'est intéressant. En fait, c'est dans le regard de la femme, comme si vous trahissiez vos filles et votre femme. Voilà, c'est ça. Comme une trahison, en fait. C'est une trahison. Ouais. Et donc une trahison que vous faites à vous-même. Voilà. Mais vous dites, il faut que j'arrête, et en même temps j'ai pas envie. Vous êtes écartelé là-dedans? Voilà, c'est ça. Je me sens écartelé. Ouais. Il y a, comment je pourrais vous expliquer ça? Je sais même plus quoi dire. Oui, c'est-à-dire vous avez à la fois envie, parce que c'est un besoin chez vous, voilà, cette sexualité est de l'ordre d'un besoin, vous n'avez pas trop le choix d'une certaine manière, hein, et en même temps il faudrait que vous arrêtiez. Donc c'est quoi que je fasse, je suis coincée. Vous êtes dans ce qu'on appelle un paradoxe. C'est que si vous arrêtez, vous allez être excessivement malheureux, mais si vous continuez, vous êtes malheureux. Voilà, c'est ça, dans les deux sens. Dans les deux sens, oui, je comprends bien. Alors, quelle est la... Parce que vous voyez, c'est parce qu'elles ont grandi, vos filles, que tout d'un coup, vous vous sentez mal dans une représentation, parce que c'est vrai que vous vous habillez en femme, donc vous empruntez au féminin, aux jeunes femmes. Est-ce que vous avez le sentiment de prendre quelque chose, d'enlever, vous voyez... de voler presque une part de féminité en cachette à vos filles?
C'est ça, exactement ça. Ah, c'est exactement ça. Et c'est ça qui vous dérange maintenant, c'est que vos filles devenant des femmes, vous avez l'impression de leur prendre quelque chose qu'avant vous ne leur preniez pas. C'est peut-être même plus envers elles qu'envers votre femme d'ailleurs. Même vis-à-vis de ma femme, ça me... Quand je rentre le week-end ou le soir, là, je me sens pas bien. Mais vous continuez à avoir des relations homosexuelles quand vous vous travestissez? Oui. Oui. Et en fait, dans tout ce que vous racontez là, dites je me sens pas bien, j'ai l'impression de leur prendre et de leur voler quelque chose, que c'est pas juste. Et alors, et si, Michel, est-ce que vous avez déjà eu des relations homosexuelles sans vous travestir? Est-ce que ça change quelque chose? Non, j'ai jamais eu de relation comme ça. Il a toujours fallu que je me travestisse. Parce que souvent, vous voyez, dans cette forme de travestissement dont vous parlez, c'est un moyen d'accepter mieux votre homosexualité. Vous voyez, de vous l'autoriser. Oui. Et peut-être que maintenant, vous voyez, si c'est le costume, si c'est par quoi vous passez pour y accéder qui vous gêne par rapport à votre femme et vos filles, peut-être que vous pourriez essayer ce type de relation, mais sans vous travestir et voir qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là. J'ai essayé, mais c'était pas concluant. Ah, ça vous a pas plu, quoi? Non. D'accord. Et quand vous dites je me sens mal, qu'est-ce que vous pensez dans moment un peu inextricable dans lequel vous êtes? Qu'est-ce qui serait susceptible de vous faire du bien? Quelle est la situation là, depuis, j'imagine que ça fait plusieurs mois que vous y pensez? Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait vous faire du bien ou vous aider? Je sais pas, j'arrive pas à me situer moi déjà. À vous situer, c'est-à-dire à vous situer par rapport à vous-même? À moi-même et à ma famille. Oui, comme étranger à votre famille et étranger à vous-même. Là, par exemple, quand vous me parlez et que vous dites je vous appelle en étant travesti, je suis sur une aire d'autoroute, là, en ce moment même, vous vous sentez comment quand vous me parlez? Une fois que je me suis habillé en femme, je me sens bien, j'ai une excitation. Et puis, je voudrais arrêter tout ça. Parce que ça vous dégoûte, vous en souffrez, vous vous dites je voudrais arrêter tout ça. Vous trouvez que ça n'a plus lieu d'être, c'est fini tout ça. Vous voulez mettre un terme. Je voudrais y mettre un terme. Vous voulez tourner une page. Voilà. Alors, si vous voulez tourner une page, c'est que ça devient pour vous moins agréable ou c'est moins besoin qu'avant? C'est moins besoin qu'avant, non, parce que je vous dis dès que j'ai un moment de libre ou quoi, il faut que je le fasse. C'est plus fort que moi. Oui, ce qui serait important là pour vous, Michel, ce serait de consulter. Alors, je ne sais pas s'il y a dans votre région un sexothérapeute pour vous aider. Pas du tout à élucider votre orientation sexuelle qui semble assez claire, mais voir quel choix vous pouvez faire dans la situation, sans doute qui ne sera pas l'un ou l'autre, qui serait l'un et l'autre d'une autre façon, pour pas que vous souffriez autant. Oui. Je vais essayer de voir ça. Oui, ce serait important. Est-ce que, par exemple, il y a Bob qui dit, si vous imaginez que vos filles vous surprennent, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour vous? Là, je me sentirais très très mal et puis je crois qu'il ne me regarderait plus en face. Vous avez peur de les perdre, en fait? Comment? Vous avez peur de les perdre? Là, c'est ça. Ouais, vous avez peur de perdre les liens et vous dites je dois arrêter parce que le risque est trop grand de les perdre. Exactement ça. Voilà. Et finalement, oui, je comprends que vous souffriez parce que il y a des gens dans votre cas qui ont des vies cachées parce que ce besoin important et en même temps toute une autre vie qui est tout aussi importante. Les deux sont aussi importantes. Oui. C'est ça, c'est les deux, comme vous dites, c'est très important. Oui, j'allais dire c'est presque vital pour vous, c'est ce que je comprends. Voilà.
Et Michel, déjà, bon, j'imagine que vous êtes très prudent. Quels sont les risques que vous soyez découvert finalement, si vous l'avez pas été pendant toutes ces années? C'est que vous savez y faire, vous savez faire pour ne pas être repéré. Bah oui, je sais, oui. Je vais assez loin de chez moi pour le faire déjà. Ouais. Je reste pas à côté de chez moi parce que c'est une petite ville. Et voilà quoi. Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous courez plus de risques aujourd'hui qu'hier? Ah bah, je sais pas, non, mais c'est... Ouais, c'est juste une peur qui naît comme ça. Voilà. Oui, c'est raisonné. C'est bien pénible. Oui, c'est bien pénible. Oui, parce que vous êtes tout le temps écartelé, clivé, et quand vous êtes dans votre foyer, votre famille, vous sentez en imposture, c'est pas vous. Voilà. Et quand vous êtes travesti dans cette activité, ben vous avez honte et vous dites c'est pas moi non plus. C'est pas moi. Dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est pas moi. Oui. C'est important, Michel, parce que tout ce qui est clivage sur le plan psychique, c'est excessivement douloureux. C'est quelque chose qui nous rend très malheureux parce que et si vous le faites, et je comprends bien, c'est que vous n'avez pas le choix aujourd'hui de faire autrement. Et là, moi je peux pas comme ça tout dénouer les fils, mais c'est bien d'en avoir parlé ce soir et de l'avoir posé. Je pense que ça va vous faire du bien. Et ce serait important que vous alliez vous faire aider dans qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de tout ça. Vous voyez, pas de porter un jugement, mais que vous sortiez de ce clivage, parce que vivre écartelé, vivre à deux, alors on est toujours plusieurs à l'intérieur de soi, mais c'est deux qui est compliqué, parce que plusieurs, on est en groupe, mais deux, c'est l'un contre l'autre. C'est les deux s'opposent. C'est ça qui est très dur. La dualité, ça oppose. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Mais j'espère bien m'en sortir quand même. Oui, je vous le souhaite, Michel. Tenez-nous éventuellement au courant. Merci, c'est courageux de nous avoir appelés ce soir. C'est très gentil de votre part. Oui, je vous remercie parce que je trouve ça très courageux. Je suis très touchée par votre témoignage. Et vraiment, je vous encourage. Alors, pareil, si vous bougez beaucoup, essayez de trouver un thérapeute, peut-être pas un petit village, peut-être pas près de chez vous, aussi un peu loin de chez vous, mais dans une ville où vous allez régulièrement, où vous avez vos habitudes. Et allez consulter plutôt là-bas. Oui. C'est ce que je vais faire. Oui, c'est une bonne idée. Courage à vous, Michel, et merci encore de nous avoir appelés. Merci beaucoup, bonne route. Soyez prudents. Au revoir. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir, Cindy. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Oui, donc je vous appelais suite à un petit différend que j'ai eu lors d'un repas. Et je me suis sentie un petit peu seule, peinée, parce que on m'a en gros fait une réflexion qui va pas dans mes convictions. Ouais. Et j'ai pas su. La seule chose auquel j'ai réagi, j'ai dit juste ma foi, en fait. J'ai pas entendu, j'ai dit juste ma foi. Oh, je vous perds, Cindy. Il est tombé le téléphone? Ah, Cindy, j'ai l'impression qu'elle a fait tomber son téléphone. Du choum, 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 choum. Ça arrive. Ou alors, vous savez, ces astros, c'est les oreillettes et le fil. Bon, Julien va nous mettre un peu de musique et puis on essaye de retrouver Cindy. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Je te mens, je ne fais que ça. Et puis avant d'accueillir Louis à l'antenne, un joli message d'Aliso. J'ai de plus en plus l'impression, dit Aliso, que ce n'est pas nous qui allons vers le pardon, mais que c'est le pardon qui vient à nous quand nous sommes prêts. Vous êtes là, Louis ? Oui, Sophie, je suis là. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que j'ai l'impression d'être en phase de rupture avec ma copine, avec laquelle je suis depuis maintenant 8 ans. On s'est disputé hier soir et puis elle est partie de l'appartement et je pense qu'elle est allée chez une copine, elle m'a pas donné de nouvelles, elle est toujours pas revenue.
Et du coup, je suis très très anxieux par rapport à ça. Enfin, je sais pas trop. Elle a été provoquée par quoi? Elle a été provoquée par quoi Donc c'était hier soir, hein? C'était hier soir, ouais, tout à fait. Et elle a été provoquée par quoi cette rupture? Elle m'a reproché de pas être assez à l'écoute. Elle avait passé une journée apparemment pas terrible. Et puis c'est vrai que moi j'ai mes problèmes aussi en ce moment. Et je sais pas. Après c'est parti autour de ce sujet-là. Et puis on s'est engueulé assez fort. Et elle est partie comme ça sur un coup de tête. Et voilà. Donc j'essaie de l'appeler. Je tombe sur le répondeur. Et la copine là chez qui elle est allée se réfugier, vous êtes allé aujourd'hui essayer de la voir? Je sais pas qui c'est. Vous savez pas? En fait, je pense qu'elle est partie chez une copine parce que je vois pas autrement où elle a pu aller. Mais et si vous alliez appeler ses parents, mais j'ose pas trop le faire pour leur demander ce que eux, je pense qu'ils doivent savoir. Elle a dû les appeler. Et si vous appeliez plutôt ses amis ou sa meilleure amie, si vous la connaissez? Oui, elle a une meilleure amie, oui, enfin une très bonne amie que je pourrais contacter, mais vous osez pas? Je n'ose pas, par pudeur, je sais pas. Et puis je pense que si elle est au courant de quelque chose, elle risque de ne pas vouloir me donner l'information. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est... Enfin, vous sentez quoi un peu, pas bien évidemment, mais quoi, honteux, coupable, vous reprochez quelque chose, Louis? Qu'est-ce que vous dites là-dedans? C'est vrai que j'ai clairement conscience de pas être super à l'écoute en ce moment, de pas être très attentif à ses problèmes. Et puis voilà. Et puis ça fait 8 ans que je suis avec aussi. Enfin. Je sais pas, je me dis est-ce que finalement la relation ne s'épuise pas d'elle-même, est-ce que on va pas passer à autre chose naturellement. Je me dis que c'est quelque chose d'inévitable, mais en même temps j'ai pas envie que ça arrive et je me dis que c'est en train d'arriver, donc voilà, ça m'angoisse. Mais parce qu'en fait, vous vous demandez presque si finalement vous n'êtes pas arrivé au bout du chemin, au bout de l'histoire. C'est et ça vous. Parce que autour de moi, parmi mes amis, bon, je suis celui qui est resté le plus longtemps avec. Enfin, je dis comme si ça y est, on était séparés. Mais, qui suis resté qui suit depuis le plus longtemps avec sa copine, 8 ans et tous me disent c'est incroyable, voilà, et du coup j'en viens à me demander si si la fin n'est pas proche, si la fin n'est pas programmée presque, parce que 8 ans, voilà, c'est... Mais vous avez quel âge, Louis? J'ai 28 là. Donc je suis avec depuis que j'ai 20 ans. Elle est un peu plus jeune que moi, elle a 26. Ouais. Et c'était un peu le moment où peut-être vous alliez passer la vitesse supérieure, genre un mariage ou couple ou enfant, quoi. Non, on habite déjà ensemble. On n'a pas prévu le mariage encore. Les enfants, on n'en parle pas encore. Elle fait encore ses études, donc tant qu'elle n'a pas terminé, je pense que il ne sera pas question d'enfants. Et depuis quelques mois ou un an, vous sentiez qu'il y avait plus le feu sacré entre vous? Ça déclinait? En fait, vous ça a commencé moins cet été déjà, parce qu'elle est partie en vacances. Elle est partie en vacances avec une copine. Et c'était la première fois que ça arrivait depuis 8 ans. Et elle est revenue un peu différente. Alors je sais pas, je me suis peut-être fait des films, mais je la sentais un peu distante, moins proche de moi, elle parlait moins câline aussi, et je me dis que peut-être pour me protéger, je me suis un peu mis aussi à distance, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas été assez, que depuis quelque temps je suis plus très à l'écoute. Mais vous tenez à elle ou pas, Louis? Oui, je tiens à elle. Oui, je tiens énormément à elle. Alors, je vais vous lire le message de Sergio. Ça arrive de s'engueuler et heureusement, faut s'appliquer pour la réconciliation, se poser les bonnes questions, se battre pour l'amour. Lâche pas l'affaire, Louis, dit Sergio. Lâche pas l'affaire. Oui, je vous demande, vous l'aimez, vous me dites oui. Oui, je l'aime, bien sûr, oui. Ah oui, alors vous vous faites des nœuds dans la tête en vous disant ça fait 8 ans, alors peut-être que, puis cet été. Alors vous surinterprétez les signes. Elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'elle s'en va parce que vous ne l'écoutez pas. Elle vous aime aussi, parce que sinon elle partirait pas en vous reprochant comme ça quelque chose. Et du coup, je fais quoi? Je rappelle ça. Moi, il est quelle heure là? Ouh là là, il est presque 1h. Vous aussi, un peu tard pour aller vous planter devant chez la copine pour voir s'il y a de la lumière. Si vous faisiez un peu comme Cyrano, là, vous allez en bas du balcon. Et puis, je vous dis pas de pousser la chanson, mais au moins allez voir s'il y a de la lumière. Chez la copine, c'est loin? Elle habite pas à côté. Non, mais je pense que je vais attendre demain matin. Demain matin. Vous savez, dites donc, elle va à la fac demain ou elle est étudiante?
Oui, elle est étudiante. Eh ben, Louis, vous vous postez sur son chemin. Vous savez à quelle heure elle commence en cours demain matin? Oui, je sais. Bon, vous avez le temps d'y aller. Allez, idée, ça. demain matin, avalez un petit café, et vous foncez, vous vous mettez sur le chemin avec un bon sourire, un petit bouquet de fleurs ou un truc sympa, un croissant, allez, un pain au chocolat, comme la chanson de Joe Dassin. Merci beaucoup. Au revoir Louis, bonne réconciliation. Merci de nous avoir appelés. Et puis bonne nuit à tous, belle semaine. On n'a pas retrouvé Cindy, peut-être pourquoi pas vendredi prochain. Je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas, c'est son émission De quoi ai-je l'air avec son invité Danny Boone. Je vous souhaite une très belle nuit et une très bonne semaine et on se dit à vendredi prochain.